94 000 km. Il y a des nidras un peu partout au niveau du bloc. Il se passe rien, gros. Il se passe rien. Il y a peut-être un problème d'antidémarrage. Parce que là, pareil, les rats ils sont venus jusqu'ici. La roue est bloquée en fait avec l'étrier. En espérant qu'il n'y ait pas un fil qui soit bouffé. C'est la pire journée. Franchement, des 3 journées qu'on a pu passer là pour pouvoir la retaper, c'est la pire journée de toutes. Je pense qu'elle est morte, on va pas se mentir. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Donc je me présente, Nassim et Olivier. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire incroyable qui nous est arrivée avec cette petite M3 E36 3 litres 2. Donc déjà pour commencer, c'est une voiture que j'avais repérée quand j'étais parti en vacances avec ma copine en Corse il y a plus de 2 ans et demi de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que en gros, on arrive dans un petit village qui est à peu près à 2h, 2h30 d'Ajaccio. Et en face de la mairie du village, je vois une E36. Donc la peinture un peu bleu terni, pare-choc M, bas de caisse et tout. Et au fur et à mesure, je regarde la voiture et je me dis putain, en fait, elle ressemble vachement à une vraie M3. Donc à partir de là, on commence à taper la plaque sur Oscaro et tout. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est une M3. En fait, c'était pas un Jackie Tuning, c'était bien une M3. Et donc une M3 E36 3 litres 2, donc boîte SMG1, donc une boîte auto malheureusement ça par contre, qui va d'ailleurs poser problème par la suite, tu le verras dans la vidéo. À partir de là, bah forcément la voiture je l'avais en tête. Franchement je l'avais en tête et je la voulais. Donc moi dans tous les cas j'avais aucun moyen de savoir à qui appartenait la voiture parce qu'en gros la voiture se trouvait en face de la mairie d'un petit village qui contenait peut-être une trentaine ou une quarantaine d'habitants. Pour trouver quelqu'un déjà qui était à l'extérieur du village c'était compliqué et puis impossible de savoir à qui appartenait la voiture vu qu'elle n'était pas sur un terrain qui appartenait clairement à quelqu'un, ouais, voilà c'est ça en fait. Là ça entame 2 ans de recherche, donc pendant 2 ans j'avais un contact qui lui avait une maison sur place et qui faisait des allers-retours en France et en Corse pour les vacances et tout, et en fait ce qui s'est passé c'est que cette personne-là faisait des recherches pour moi directement sur place, parce que impossible d'avoir un historique dessus, vu que c'était une première main, que la voiture en fait elle n'avait pas eu de contrôle technique depuis quasiment 10 ans. Impossible d'avoir d'infos dessus et c'était les premières plaques d'immatriculation, donc ça a vraiment compliqué les choses. Et en fait la personne pendant 2 ans elle a recherché. Moi entre temps limite la voiture 6 mois avant que en gros j'ai la nouvelle du propriétaire, en fait moi j'avais limite oublié la voiture quoi. Concrètement j'avais quasiment oublié son existence, surtout que j'étais parti sur un projet immobilier et tout, enfin bref. Et au bout de 2 ans je reçois toutes les infos, donc le nom du propriétaire, nom, prénom, même le nom de sa femme, j'avais son adresse, son numéro de téléphone, j'avais vraiment toutes les infos, vraiment tout. Et direct là, dès que j'ai su que en gros le propriétaire était prêt à la vendre et tout, moi concrètement j'ai pas cherché à comprendre, j'ai sauté direct sur les infos et j'ai voulu l'appeler. Sauf qu'à partir de là il y a eu des trucs vachement troublants. La coïncidence elle est vachement troublante. Je te dis honnêtement, déjà le mec il a le même prénom que mon daron. Un prénom composé de ouf que franchement c'est la 2e fois dans ma vie que j'entends ce prénom là. Sa femme a le même prénom que ma copine. Donc ce monsieur là de 73 ans, je regarde son numéro de téléphone et je m'aperçois qu'en fait les 6 premiers numéros de son numéro de téléphone c'est les mêmes 6 premiers numéros que le mien. Donc autant dire que sur le coup j'ai même cru que c'était mon numéro. Je contacte le mec etc. Enfin bref on s'arrange sur un prix que d'ailleurs j'en parlerai en fin de vidéo, du prix de la voiture. Et je me dis ok dans tous les cas ouais je vais l'acheter, je suis carrément partant pour ce projet là. Déjà faut que j'aille voir la voiture parce que le propriétaire voulait à tout prix qu'on se rencontre avant que j'achète le véhicule. Donc je vais en Corse et puis à partir de là je commence à discuter avec ce monsieur là. Et il me dit en gros qu'il y avait déjà des personnes qui voulaient lui acheter mais qui n'étaient pas spécialement sérieuses, qui voulaient pas se déplacer pour venir directement faire la transaction et tout. Et donc moi je lui dis que je suis sérieux, que voilà je me suis déplacé, c'était pas pour rien, j'ai pris l'avion, je suis venu une 2e fois juste pour la voiture et que j'allais revenir une 3e fois pour récupérer le véhicule quoi. Et là il me dit mais le véhicule a pas tourné depuis 10 ans, je sais pas si t'es au courant. Et là je fais non je savais pas, mais vas-y explique-moi un peu son histoire. Et il me dit j'ai eu un problème avec la boîte de vitesse, je l'ai fait réparer donc chez BMW à Ajaccio,
Le gars a essayé de me la mettre à l'envers, je sais pas trop quoi. Enfin, il y a une histoire entre le garagiste et lui. Bon, fierté corse, bon, tu connais un petit peu la mentalité, donc fierté corse, le mec il se dit non, c'est mort, je l'amènerai plus à ce garage-là. Sauf que bon, boîte SMG1 en Corse, les petits garagistes ils connaissent pas plus que ça, donc personne veut y toucher, il se retrouve avec le véhicule sur les bras, quoi. Donc bon, il la laisse de côté, il se dit je m'en occuperai plus tard. Au final, 10 ans c'est cool, il s'en est jamais occupé, vraiment. Moi quand je suis allé la voir la deuxième fois, là par contre j'ai vraiment vu qu'il fallait vraiment que je la bouge rapidement. Il y avait la montagne qui commençait, en fait il y avait de l'érosion au niveau de la montagne, juste derrière. Et en gros la falaise commençait à lui tomber dessus en gros. Il y avait des blocs de pierre qui commençaient à tomber au niveau de la voiture. Il y avait des arbres de, je sais pas, peut-être 3-4 mètres de haut qui commençaient à pencher dangereusement vers la voiture aussi, qui se trouvait en haut de la montagne. Et du coup je savais que voilà, il lui restait pas grand chose encore à vivre avant d'être d'être détruite. épave quoi. Se retrouver épave, du coup je me dis il faut vraiment que je la bouge rapidement. Et donc je l'avais vu en novembre et début décembre, je dis bon bah vas-y à mon pote, on est parti. J'ai décidé d'aller la chercher directement en Corse avec mon pote parce que on pouvait pas faire de dépannage. Concrètement, je t'explique pourquoi. Déjà si tu loues une dépanneuse, déjà je te dis clairement direct d'office c'est mort, ça coûte beaucoup trop cher. C'est carrément hors budget. Et si jamais on prenait un plateau, alors il faut prendre en compte, donc même si j'ai un pote, d'ailleurs dédicace à lui, donc à Quentin, qui a un plateau et tout, qui pouvait me dépanner et tout, et pas me faire payer en gros le trajet, juste je payais le consommable, tout ce qui est carburant, etc. Mais rien qu'en payant carburant, les péages donc, que tu payes x2 parce que tu as le prix du véhicule, plus le plateau et tu comptes aller-retour, plus le ferry, et le ferry c'est pas genre tu payes pour la voiture plus le plateau, c'est tu payes au mètre carré. Donc ça veut dire qu'au moment où on aurait fait le retour, on aurait payé en gros pour 3 véhicules parce qu'il y a le premier véhicule, le plateau, plus la voiture sur le plateau. Donc autant dire que c'était un budget de à peu près, je crois j'avais fait les calculs, grosso modo 2800 €. Donc pour descendre de Paris jusqu'à dans le sud, prendre le ferry, aller en Corse, récupérer la voiture en Corse, redescendre donc du coup du côté de Marseille, et ensuite remonter entièrement, enfin honnêtement c'était carrément hors budget. Donc là on est plus parti sur l'optique d'y aller à deux, prendre un billet d'avion chacun et aller directement en Corse. Ça nous revenait carrément moins cher que de prendre directement le plateau. Là on en a eu à peu près je crois 500 € de pièces pour la remettre en état approximativement bien pour pouvoir rouler et revenir jusqu'à dans le nord de la France. On s'est arrangé même pas une semaine, on est parti quoi, 3 jours 3-4 jours. De base, le plan c'était tranquille. Arriver là-haut, refaire la caisse. Je lui dis t'inquiète, gros, on aura même peut-être un jour pour profiter et tout. Que dalle, je lui dis honnêtement. On n'a pas eu le temps. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, du début à la fin. Je laisse constater sur la suite de la vidéo, mais crois-moi, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les pièces que j'ai prises pour la remettre en état. J'ai prévu des pinceaux pour pouvoir nettoyer les nidras qu'il y a au niveau du moteur. Avec des petites brosses et tout. Là j'ai pris 2 bobines, je les montrerai pas, c'est plus une assurance au cas où j'ai une bobine qui crame sur la route. Donc ça, les pièces, il va falloir que je les emballe. Oh putain. Il va falloir que je les emballe propres dans des cartons pour les mettre dans la valise pour être sûr que ce soit pas endommagé pendant le transport. Des bougies iridium. Donc les 6 que je remplacerai. Filtre à air, filtre à huile. Filtre carburant, pareil l'essence je sais pas encore, je pense que je vais peut-être la vidanger et puis la remplacer par de l'essence neuve vu que ça fait quasiment 10 piges qu'elle est dans le réservoir. Ça c'est une crème que j'ai achetée sur Amazon parce que les cuirs sont tellement secs, c'est un truc de fou, ils sont durs, j'ai l'impression d'être assis sur de la pierre, c'est horrible. Ça c'est le filtre, donc c'est une pièce d'origine BR, ça c'est le filtre à Vanos avec le joint. Donc c'est un petit filtre, une petite crépine en fait, donc c'est important de le remplacer parce que souvent ça quand ça se bouche en fait ton système de Vanos fonctionne plus et ton système de Vanos en gros c'est un peu comme un système VTEC pour parler grossièrement, c'est ton système qui permet de décaler tes arbres à cam pour avoir plus de puissance, donc si jamais il est encrassé, tes Vanos ne fonctionnent plus correctement et c'est un coup à niquer ton bloc. Donc ça pareil, je l'ai pris, ça c'est des joints d'injecteur, pareil je vais pas les remplacer. Cela c'est vraiment au cas où, si jamais il y a une fuite ou quoi, je les remplacerai. Mais sinon, j'y toucherai pas, histoire d'être sûr, c'est au cas où ils sont secs. J'ai pris des balais d'essuie-glace parce que vu que ça fait 10 piges qu'ils n'ont pas été changés facile, faut se douter qu'à mon avis,
Faire la route avec des balais d'essuie-glace morts, si jamais on se mange la sauce sur la route, ça va être un peu chiant. Les vérins de capot parce que les autres sont morts, donc j'ai pas envie de me prendre le capot sur la gueule toutes les 3 secondes pendant qu'on fait la méca dessus, donc j'ai pris les vérins de capot neufs. Je me suis acheté aussi voilà, du coup je l'ai sorti parce que je m'en suis servi, mais c'est un chargeur de batterie. Enfin, en gros c'est pour garder surtout la tension de ta batterie. Je vais devoir tirer sur le démarreur pour pouvoir mettre l'huile en pression et j'ai peur de vider la batterie, donc au pire des cas j'aurai ça pour recharger. Bon, ça mettra un peu de temps, il faudra le laisser toute la nuit, mais bon au moins ça fait le taf on va dire, et au moins j'aurai pas de soucis. Je préfère l'avoir et pas m'en servir plutôt que de pas le prendre et puis être emmerdé par la suite. Au niveau des pièces je crois que c'est tout. Après c'est des outillages un peu spécifiques, j'ai prévu de prendre le cri d'origine, donc ce cri là. Parce qu'en fait, vu que j'aurais pas de cri sur place, j'aurais que le cri d'origine BM. Et les cris d'origine BM, pour ceux qui connaissent sur E36, c'est vraiment de la merde. Concrètement, tu rentres ça dans ton bas de caisse. Là, tu rentres en fait ton axe ici, tu le déploies, tu le sors comme ça. Tu retires ton capuchon et tu le rentres en fait dans ton bas de caisse comme ça. Et en fait, tu as ce petit pied tout rond là qui est carrément pas stable. Qui vient en gros faire appui sur le sol. Donc lever la voiture avec un seul cri comme ça et passer en dessous, je suis carrément pas serein. Donc je préfère en avoir deux. Donc je vais utiliser celui d'origine de la M3 et je vais prendre celui du coup de la drifteuse, la TDS, pour assurer une sécurité en plus. En gros lever sur 2 points d'ancrage au lieu de lever sur un seul. Un autre truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que vu que la voiture en fait la batterie a été retirée, la centralisation fonctionne plus. Sauf que quand il verrouille les portes, du coup le coffre se verrouille pas. Et il y a des gens qui se sont amusés à voler les outillages BM d'origine. Ça fait qu'il n'y a plus l'écran anti-vol. Donc concrètement, il n'y a plus d'écran anti-vol et je vais devoir me démerder, essayer de défaire l'un des écrous parce que bien évidemment, il y a un pneu qui est crevé, sinon ce serait pas drôle. Donc je vais essayer de démonter l'écran anti-vol avec ces douilles-là en fait, avec du M16. Je crois que c'est du 12 pans si j'ai pas de conneries, donc en 12 pans je vais essayer de lui donner un peu de motivation avec un marteau, essayer de refaire les cannelures de l'écran anti-vol et puis de desserrer avec ça. J'espère y arriver putain parce que ça fait 10 piges que la roue n'a pas été démontée. Je vais essayer d'assurer un maximum de sécurité en prenant le maximum d'outils possible, mais je serai assez limité quand même. Là je suis en train de voir pour tout emballer comme il faut pour le voyage. J'ai commencé en fait à mettre tout ce qui était filtre, tout ce dont j'aurais besoin dans un carton, et dans un autre carton j'ai mis du coup les bobines là, qui me serviront pas forcément avec les joints, comme ça au moins je les laisse emballer et puis au cas où au moins je les ai. Là concrètement niveau outils ce que j'ai pris, c'est quasiment sûr que j'ai oublié un truc, hein. C'est quasiment une certitude. Ce que j'ai pris du coup c'est cliquet, pince coupante, des T-Raps. Je me suis pris, donc ça c'est un capteur de température. Je saurais si le Calorsta s'ouvre correctement, si le moteur chauffe pas. Hyper important, je le prends avec moi, on sait jamais. L'histoire des rats sur les faisceaux électriques, je suis vraiment pas serein. Donc j'ai pris une pince à sertir avec les cosses qui vont bien. Au moins si jamais il y a besoin de refaire une partie du faisceau électrique, je me démerderai, je ferai de la bidouille hein, concrètement, mais au moins pouvoir la ramener jusqu'à la maison. J'ai pris une petite mallette à outils où il y a du coup des douilles à l'intérieur. Comme ça au moins ça m'évite de prendre des douilles, des cliquets, des rallonges et tout en plus qui traînent dans la malle. Après bon bah voilà, lampe torche, j'en ai deux. J'ai pris pince à bec, j'ai pris de la clé plate, j'ai pris des douilles, j'ai pris du scotch, un marteau, tournevis du coup de différentes tailles. Ah oui, j'ai pris le gonfleur de roue, du coup c'est un gonfleur de roue sur prise allume-cigare. Donc ça à mon avis ça va bien me servir parce que sur les 4 roues du coup il y en a une qui est crevée. Donc je vais rouler avec la roue de secours. Si j'arrive à défaire correctement bien évidemment la douille anti-vol. Vu que ce monsieur m'a gentiment hébergé, enfin va gentiment m'héberger chez lui, je vais lui faire un petit cadeau. Je lui ai pris la même que celle que j'ai achetée. Donc au moins bon bah voilà, je lui retire la sienne, vu que je sais qu'il est attaché. Je lui retire sa vraie BM et je lui rends en échange une miniature, au moins il aura toujours auprès de lui. Il y a aussi le bac à vidange que je vais prendre, il faut juste que je le nettoie, que je le mette dans un sac étanche. Ce qui me fait peur là pour l'instant c'est l'emballage au niveau des bougies. J'ai peur de niquer les bougies, de niquer le gappage des bougies. Donc le gappage des bougies c'est quoi? C'est la distance qu'il y a au niveau de l'électrode. Donc c'est la distance qu'il y a ici en fait entre les deux parties.
Et j'ai peur qu'en fait, dans le transport, elle prenne un coup dans la gueule. Parce que là, le gappage, j'ai vérifié, il est bon. Et j'ai peur qu'en arrivant là-haut, le gappage soit plus comme à l'origine. Il reste encore un petit peu de taf, tout emballer proprement. Et puis après, on charge dans la valise et demain, c'est direction la Corse. Bon, comme si j'avais pas assez de trucs à gérer, j'ai complètement zappé d'aller chercher la courroie d'accessoires pour la M3. Je vais aller chercher ça rapidement. Parce que bon, si jamais elle pète sur la route... Ok, super, il va falloir que j'aille chercher ça, histoire d'assurer le trajet quand même. En plus, il est tard, je sais même pas si j'aurai le temps d'arriver là-bas. En espérant que ça ferme pas avant que j'arrive. Bon, c'est bon, du coup, là, pour la courroie, c'est récupéré juste avant l'heure. Les durites idem, tout est là. Il n'y a plus qu'à rentrer et préparer le reste. En espérant que j'ai rien oublié d'autre. J'ai préféré m'assurer en prenant des durites en plus pour être sûr de ne pas avoir de galère, vu qu'à mon avis les durites doivent être toutes sèches. Je préfère quand même prendre la garantie d'avoir de la durite en rab. Donc j'ai pris un peu tous les diamètres, hein. J'ai pris du 6, du 8 et du 10. Donc comme ça au moins si jamais il y a une durite qui pète sur la route ou autre, j'aurai de quoi faire. Par contre si c'est une grosse durite de liquide de refroidissement ou un truc dans le genre qui pète, là je serais vraiment dans la sauce. Donc en espérant que il n'y ait pas de galère par rapport à ça. Moi quand je suis allé voir la voiture, j'avais pas l'impression qu'il y avait de fuite de liquide. Les durites avaient l'air d'être assez propres, pas poreuses. Donc normalement c'est bon. Après bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Il est 5 h du matin. Petit matin un peu givré. Ça met dans l'ambiance, c'est cool. Donc on se prépare avec mon pote à partir là. Hein? Un peu endormi mais bon. Ça casse les couilles. On rentre la merguez. Celle de mon pote. On va stocker ici le temps du voyage. Droit, droit. Vas-y, 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 vas-y. Top. Oh lui. C'est bon, je peux sortir là. Ouais, tu peux sortir. Oh, il vient de fracasser sa porte. Oh non, il a pas fait ça. Du coup, on est sur la route, on est en train de traverser Paris. Direction Orly pour prendre le vol. Et il est 6 h du mat. Donc on essaye de se dépêcher un petit peu. Il y a un petit peu d'embouteillage vu que là on est mardi. Donc les gens ils vont bosser. Du coup c'est un peu la course. Donc là surtout que dès qu'on va arriver on va devoir aller faire les courses pour la caisse. Aller chercher du coup une batterie, les huiles qui vont bien, liquide de frein. Après ouais, du coup il nous faut 2-3 ingrédients pour faire la méca. Il nous faut du WD, du nettoyant frein, quelques petites conneries comme ça. Donc dès qu'on arrive on va déjà aller chercher ça. Après on va se faire des courses pour nous. Du coup on est avec les valises, on attend le bus. Ça fait 10-15 minutes qu'on attend dans le froid. Il caille sa mère. Il doit faire peut-être moins 3, moins 4 degrés. Donc je sais pas trop dans combien de temps il va arriver. On vient d'arriver à Ajaccio, à l'aéroport d'Ajaccio. Faut qu'on aille en face pour chercher la voiture de loc et ensuite on va chercher les pièces pour la voiture. Éventuellement essayer de trouver un bidon pour pouvoir remplir d'essence et l'amener au village. Bon c'est bon, du coup on vient de récupérer la voiture de loc. Moi il nous avait une petite galère là avec la valise, elle est tellement lourde. Bon forcément j'étais en excédent bagage. J'ai carrément déjanté la valise quoi. Donc on est en train de voir pour acheter tout ce qu'il faut. Donc on a pris du liquide de refroidissement, on a pris du nettoyant frein. Là on a un bidon d'essence pour pouvoir faire le plein de la voiture. On a pris du WD-40. Là on s'apprête à prendre une batterie. C'est encore lui là à acheter. Le liquide de frein et... qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Je crois que c'est tout. Donc je pense qu'on va changer de magasin. Après dans tous les cas là on fait nos courses en même temps et
Après on ira chercher le reste. Les derniers éléments qui nous manquaient, du coup on a la Dot 4, on a les bidons d'huile du coup qui sont là. On a un peu galéré pour trouver les bidons d'huile parce que c'est de la 1060 pour une M3 et du coup on a réussi à trouver donc à Ajaccio Autopièces parce qu'on était allé faire d'autres concurrents mais ils avaient pas de la 1060, ils essayaient de nous revendre une autre merde. Donc eux pour le coup ils avaient un tarif abordable, donc j'ai payé 38 € alors que sur le continent on trouve le même bidon à 35, donc c'est pas déconnant, ça va. Tout en sachant que j'en avais trouvé à Noroto mais c'était pas du tout le même prix, c'était plus dans les 70 balles le bidon, donc carrément pas rentable. Là en gros pour 70 balles j'ai pu avoir les deux bidons quasiment, donc voilà. Donc là on va tailler la route et on doit faire encore le plein du bidon d'essence et ensuite on taille la route jusqu'à la voiture. Donc voilà, ça avance. Ah la voilà, la voilà. Donc il y a la valise avec tout le matériel dedans, tous les outils. Donc là les deux bidons de liquide de refroidissement, les deux bidons d'huile, donc le WD, le nettoyant frein comme je le disais tout à l'heure, la batterie qui est là, donc le bidon d'essence qui est rempli à bord. Donc là pour l'instant je ne vais pas vous faire le tour de la voiture parce qu'il ne fait pas forcément très jour. Donc demain au petit matin je ferai une vidéo pour montrer un peu les dégâts. Bon, déjà on voit au niveau du béquet, enfin, la peinture elle est un peu passée. Hein. Vu que c'est la Corse, ça chauffe vraiment fort en été. Donc on voit vraiment que la peinture elle est ravagée un peu. Elle a vraiment pris cher. Mais dans l'ensemble la voiture est vraiment propre. Enfin, on voit au niveau de l'intérieur. C'est vraiment nickel au niveau des sièges assez Cobra noir. Ils sont vraiment en super état. Donc on va commencer à voir un petit peu pour mettre la batterie, voir son niveau d'essence. Et voir un petit peu le kilométrage qu'elle a exactement. Et puis voir si le jus passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Bon là du coup on vient de brancher la batterie avec le poteau. On va voir si le nombre de kilométrage, donc pour l'instant on n'a pas tourné la clé de contact, on ne sait pas du tout comment on va réagir. Je vais quand même mettre le pied sur le frein pour être sûr. Non c'est bon, c'est parce que je suis en zéro en fait, ouais, je suis en parking. Juste. Ok, pour l'instant il n'y a rien. Même pas le voyant de batterie, c'est chelou. Oula. Ok. 94 000, ok. 94 000 km. Niveau essence par contre. Ouais, niveau essence par contre elle est vide. À voir après du coup si c'est pas une fuite. Bon bah du coup je vais la couper. La ventile elle fonctionne bien. Putain, c'est rare d'ailleurs. Sur une de 36 €. Ouais, donc bon bah vas-y on va. Ouais, le 18 touches. Ah, je parlais trop vite. Il fonctionne pas ton. Ouais, le 18 touches, faudra voir. Après c'est peut-être au démarrage en fait. Genre de bruit de chez BM qui est horrible. Parce que t'as les portes ouvertes. Ouais, je pense parce que j'ai les portes ouvertes. Ok, bon bah. Au moins on sait le kilométrage qu'elle a et. Ah, je suis content. Bon déjà, ça veut dire qu'au niveau du faisceau, déjà ça n'a pas pris feu. Les rats ont pas dû bouffer non plus des gros câbles, si jamais c'est le cas. Donc il faudrait faire le tour avec au niveau du moteur, mais. Bon bah écoutez, là, je vais lubrifier un peu tous les joints. Bon je sais que c'est pas la méthode la plus radicale, hein. Je suis d'accord c'est dégueulasse. Mais je préfère faire un truc dégueulasse comme ça. Et pas avoir de problème par la suite à arracher les joints que de laisser comme ça et de défoncer tous les joints. Comme ça au moins vu que la fenêtre remonte à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme la porte, ça évitera d'arracher les joints qui sont tout secs. Voilà, parfait. Donc là on va continuer, on va faire le plein d'essence et puis on verra si le réservoir fuit. J'ai une mauvaise surprise, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un tirant arrière droit qui est plié. Ce sera confirmé demain en plein jour parce que là je vois vraiment rien avec la ligne d'échappement. J'arrive pas à faire le contraste entre les deux, voir si c'est vraiment identique. Mais j'ai vraiment l'impression que l'arrière droit est plié, donc va falloir que je me penche là-dessus demain. Ouais, donc là on va faire le plein. Le seul truc qui est chiant c'est que je l'ai vraiment rempli à ras-bord. Donc vu qu'il y a la goulotte du fond qui peut potentiellement bloquer. Oh putain ça va être la merde. Et ça fuit en plus. Putain. Bon, au grand mot les grands moyens, là on a mis un tournevis pour bloquer le clapet qui est au fond. Donc pour essayer de pouvoir mettre le plein. Sauf que vu que ça fuit plus qu'autre chose, là je balance plus d'essence par terre que. C'est motivant, on va essayer de voir pour s'avancer un maximum. Donc on va déjà remplacer des petites conneries qui nous feront gagner du temps. Donc on va faire les balais d'essuie-glace, on va faire dedans, j'ai mis les vérins de capot aussi pour gagner un peu de place dans la valise. Donc là tous les adaptateurs du coup pour les balais d'essuie-glace. Ouais.
Donc ça c'est bon. Donc là on a les vérins de capot. Vu que quand j'étais venu la voir, la deuxième fois que je l'ai vu en gros, que j'avais parlé avec le propriétaire, j'avais vu que les vérins ils tenaient pas du tout. Donc je me suis dit que pour pouvoir bosser ça allait être un peu chiant. Donc c'est pour ça que je les ai prévus direct, comme ça au moins on n'est pas emmerdé à tenir le capot avec une cale en bois ou autre. Donc là on va essayer de s'avancer déjà, on va ouvrir le capot, on va changer ça. Et puis demain on attaquera le reste, mais déjà si on peut s'avancer là-dessus, peut-être voir pour faire le filtre à air aussi, c'est assez bidon à faire et puis ça nous fera gagner du temps. Hop. Hop. Donc, tu vois ils tiennent pas de ouf, hein. Tu vois ils tiennent que dalle. Donc là c'est ce que je disais, hein. Il y a des nids de rats un peu partout au niveau du bloc. Je sais pas si on voit bien, mais là il y a un sacré nid de rats. Il faut bien nettoyer le moteur comme il faut et vérifier que toutes les durées ne soient pas bouffées. Putain, je crois qu'elle a dégueulé l'huile quand j'ai mis la batterie tout à l'heure. J'ai l'impression qu'elle a dégueulé l'huile, parce que ça y était pas avant. Donc, je pense qu'elle a dû rentrer en pression. Ouais, va falloir qu'on change ça. De toute façon c'est assez bidon, hein. Il y a juste des clips à soulever, en bas pareil, et puis après ça sort quoi. Faut mettre un petit coup de marteau à la rigueur pour aider les clips. Tu tiens le capot. Genre pour choper un tournevis plat. Attends, je vais essayer de faire levier. Peut-être falloir en mettre deux mains. Ça va mettre un vieux coup de tournevis dans le capot. Je sais pas d'autres trucs, pas d'autres outils. Rien mieux qu'une bonne lubrification. Là, je coupe le scotch qui a été mis. Ok. Voilà, c'est bon. Tape sur le vérin. Comme ça, attends. Parce que dans tous les cas, j'aurais pas accès sinon. Ah bah tiens, le haut il est déjà tombé. Ah, le vérin il est vraiment mort. C'est bon, il est venu là. Voilà. Carrément le cache qui vient du coup. Mais là, on voit vraiment que le vérin c'est une pompe à vélo, il était vraiment dead quoi. Donc je pense que l'autre côté ça va être pareil. Hop, ça met encore un peu. J'arrive bien pas trop le brutaliser au marteau direct. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut à la session. J'ai l'impression que c'est juste le cache en vrai qui aurait demandé à... Ah voilà, c'est bon. Voilà, parfait. Ça faudra le remettre. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas le bon vérin. Bon. Donc, au niveau du corps, c'est pas... C'est pas le même. Hein. Ah, il est plus grand. Putain, putain. Donc là ça veut dire qu'ils m'ont pas filé les bons verres. Je me disais le capot il s'ouvre pas assez haut là. Il tient bien. Attends, bah ouais là il est embuté. Ok, bah écoute on va essayer d'adapter, dans tous les cas c'est pas très grave. Je pense que ça je vais le laisser pendouiller, c'est pas la mort, faut juste faire gaffe quand on ferme le capot. Mais faut que je vois si ça va pas gêner au niveau du câblage, si ça va pas le pincer ou quoi. Le filtre à air. Donc là c'est juste un système de tiroir, faut appuyer sur les deux clips sur les côtés et après tirer dessus et normalement ça vient. Voilà, ça vient, ça vient. On va voir si le filtre est bien sec. À l'intérieur faudra nettoyer parce que t'as vu, regarde. Déjà, j'ai pas l'impression que les rats soient passés. Mais enfin ils ont pas pu passer avec le filtre à air quoi. Là j'allais pas trouver ou quoi donc. Bon par contre ça se voit qu'il est sec hein. Putain. Bon bah écoute on va remplacer ça, on va le mettre le nouveau. J'ai bien fait de prendre quand même ça pour pouvoir nettoyer les nids de rats parce qu'au final ça me sert aussi pour la boîte à air. Je suis en train d'essayer de retirer toute la poussière parce que bien évidemment on n'a pas d'aspirateur, on n'a rien. Donc sur place c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de faire un maximum de tri. Là il y a un petit trou de drainage pour l'eau, je vais essayer de tout faire passer dedans. Et au moins histoire de dégager un maximum possible de poussière. Filtre à air neuf, tiens regarde dans l'interrogant. Donc ça a été nettoyé au niveau de la poussière, hein. J'ai fait au mieux, malheureusement pas d'aspi, donc on se démarre comme on peut. On va enquiller ça gentiment. Le plastique il est dur quoi, ça se voit que ça a séché avec le temps. Voilà. Nickel. Bon bah ça déjà c'est fait. Donc là on va s'attaquer au système essuie-glace. Donc là du coup on va retirer les essuie-glaces pour mettre les nouveaux. Bon après c'est bidon, hein, c'est juste deux clips ça à sauter et puis après normalement ça vient assez facilement on va dire. Voilà, juste après faut vraiment faire gaffe avec la tige en fer. Vraiment un système tout con. Ça change assez rapidement. Puis voilà. Deuxième jour, donc on a fouetté toute la matinée quasiment. Donc moi comme un con j'avais laissé la fenêtre de la loque ouverte donc la flotte partout dans la voiture, même sur les sièges et tout. Couché, mais bon. Ça annonce du beau pour aujourd'hui. Là il y a le chef qui est en train de tout décaler
qu'on puisse avoir accès à la voiture avec celle-ci. Parce qu'on doit gonfler les roues, on a un gonfleur mais il faut le brancher sur la prise allume-cigare, donc il va falloir qu'on décale tout ça et qu'on essaie de rentrer. Comme ça on peut se brancher sur la prise allume-cigare et puis là on va voir pour gonfler les pneus, voir s'il n'y en a pas un de crevé, parce que hier soir du coup on a essayé de défaire les écrous anti-vol, enfin d'essayer d'en défaire un, sauf que malheureusement ça n'a pas trop fonctionné la technique qu'on avait, parce que les écrous ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été déposés que voilà. Vous avez vu qu'il y a des petits malins qui sont amusés à voler l'écrou anti-vol dans le coffre, ça va être un petit peu... Déjà il a un peu de pression sur lui. Ça va être long et chiant, mais bon, on n'a pas trop le choix, on a que ça, donc voilà. On va essayer de faire les 4 roues comme ça, mais il faut qu'on fasse gaffe parce qu'avec la voiture on peut pas trop s'avancer. Vu qu'on doit faire l'autre côté et que la voiture on peut pas l'avancer pour l'instant, ce qui est chaud c'est que là il y a un petit ravin quoi. Donc faut qu'on essaye de voir si on arrive à passer la voiture et de l'avancer jusqu'ici. Donc voilà. Je vais vous faire le tour après de la voiture, vous montrer un peu les dégâts. Donc ça c'est les vaches, hein. Avec leurs cornes elles sont venues, elles ont frotté la carrosserie tout le long. La peinture comme je disais elle était passée, hein. Là du coup on a le béquet, ce qu'on appelle les béquets qui est complètement terni par le soleil. Le pare-choc pareil, là le pare-choc on voit que voilà, le vernis il est naze, il manque des petits détails, des caches, des conneries. Voilà. Après il y a les joints de fenêtres arrière qui sont morts, ici ça commence à rouiller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à déclarer? Ici il y a un gros choc. Donc ça c'était pendant que la voiture était stationnée, en gros avant elle était stationnée un peu plus loin. Et en gros le choc a dû avoir lieu quand la voiture était stationnée là-bas. Parce qu'on m'a dit que c'est un 4x4 qui a reculé dedans et qui a tapé dans l'aile. Donc voilà, après bon bah voilà, les rétros pareil ils ont mangé, donc avec le soleil ils sont complètement déternis et le vernis a sauté. Le pare-choc à l'avant droit, j'ai vu qu'il était cassé. Ici on a quelqu'un qui a dû s'appuyer sur le capot ou s'asseoir dessus. Du coup je sais pas si on voit sur la vidéo mais il est vachement renfoncé. Et puis là il y a le pare-choc du coup qui est cassé. La voiture normalement n'a pas été accidentée à ce qu'on m'a dit. Le M3 qui fait plaisir. Puis voilà, plein de fenêtres. Ils sont morts les compteurs de fenêtres. Puis l'intérieur est relativement propre. Il y a juste le ciel de toit du coup forcément, hein, la maladie de E36, ciel de toit qui se décolle. Après le AC Cobra est relativement en bon état. Donc après bon par contre le cuir est super dur, hein, comme je le disais avant, le cuir a vraiment durci avec le soleil, il n'est pas au top de sa forme. Volant en 3 branches M, donc ça c'est celui du phase 2. Là-bas il manque avec le soleil en fait comment dire, le vide-poche en fait de la boîte à gants, le cache de la boîte à gants s'est décollé avec le soleil. Donc là j'ai toujours le cache, il n'y a pas de souci, il est là justement, il est derrière. Sinon voilà après voilà un peu les vestiges du soleil, pareil le rétroviseur qui s'est décollé avec le soleil, donc la colle qui tenait plus. Là pareil, le ceinture qui a cramé le cuir, pareil avec le soleil. Et puis voilà, donc il y a un petit peu de travail sur l'intérieur, l'extérieur, enfin il y aura pas mal de petits trucs à régler, il y a des petites conneries, hein, pareil ici ça se décolle, voilà, il faudra recoller. Ici il manque un petit cache où il y a marqué airbag normalement, parce que là il y a les airbags latéraux, les panneaux de porte. Et puis voilà, donc la boîte SMG1, une vraie merde à ce qu'on m'a dit, donc après je vais pas juger trop vite, hein. Déjà comme je vous avais expliqué par rapport au cri, sur le M ils ont fait une sorte de mise à jour, ils ont changé la fixation, donc celle qui se prend au sol. Ils t'ont mis en fait une sorte de platine un peu carrée pour avoir un meilleur appui au sol, c'est vraiment pas con, enfin, c'est beaucoup mieux en fait, c'est beaucoup mieux pensé. Bon après le cri est standard, c'est toujours standard les bas de caisse, vu que là c'est une M, en fait il y a des bas de caisse M, donc ça c'est un élément de carrosserie en fait, ça change comme une aile quoi. En fait à l'intérieur tu retires ce petit cache là, qui est maintenu par une ficelle, tu fais le levier avec le tournevis, ça sort tout seul, et ensuite tu as le trou en fait, tu fais passer ton axe de cri qui est caché derrière. Là on a défait tous les caches, on va voir un petit peu comment on la lève pour pouvoir avoir un maximum d'accès en dessous. On va sécuriser, on a chopé ça au maçon, on a trouvé 2 dalles en béton, enfin 2 sortes de parcours on va dire pour les grillages, on va les mettre en dessous des roues.
Et comme ça on se sécurise un maximum pour éviter qu'elle nous tombe sur la gueule, parce que honnêtement, même si c'est un cri un peu mieux, je suis vraiment pas serein de passer en dessous avec ça. On va essayer de sécuriser la voiture là, après on va s'occuper de retirer les bougies et mettre de l'huile dans les cylindres pour être sûr justement que les segments ne soient pas collés. Après je pense qu'on va faire une petite pause déjeuner, mais bon, c'est un bon cadre de travail on va dire. Le cadre est vraiment pas mal pour bosser. On a la vue sur le village. Ouais, du coup le collègue il est en train de retirer les caches pour avoir accès aux bougies, et puis là en fait en démontant on a fait tomber la douille Torx qui était prise sur l'embout. Ça c'est le genre de petit imprévu voilà, à la con, sauf que forcément on n'a pas d'embout magnétique pour venir la récupérer. Donc là je sais pas si on va réussir à voir l'embout, parce que les prix il est tombé juste derrière. Bon, on vient du bord, hein, on prend un tournevis, on met du scotch dessus. En plus il se met à pleuvoir, c'est génial. Bon, après c'est les petits aléas mais ça va encore. Donc là du coup on a fait les vis de bougie, enfin de bobine plutôt. Donc il y a le collègue qui est en train de retirer. Qui est en train de retirer les bobines. Je les fais les échos. Parfait. Du coup il va nous mettre ça à l'abri. Surtout que moi j'ai jamais trop bossé sur les essences. Ma cam c'est plus les diesel. Bon là je fais une exception pour une M3 mais je viens de te reclipser la bobine sans faire exprès. Je me suis pris appui dessus, merde. C'est quoi, tu tires dessus? Non, non, surtout pas. Faire levier? Ouais. Très simple. Très simple. Juste lever le clapet et sortir la prise. Non, moi je parlais de tirer là-dessus en fait. Très simple. Par contre, la dernière bobine. Il y a un truc qui va tomber dedans. Ouais. La dernière bobine, elle est un petit peu. Un peu chaudard. Ok, et puis là il faut la tourner un petit peu. Ok, ouais. Bon, ça va, ça va. Puis là, au niveau des puits, bon bah c'est clean. Attends, je vais prendre une lampe torche. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est vraiment propre. Tous les puits de bougies sont propres. Les bougies ont l'air d'être clean aussi, donc bon. Là, ça m'a l'air d'être pas trop mal tout ça. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Bon bah là on va défaire les bougies, on va lubrifier un peu les cylindres, on va injecter de l'huile dans les cylindres. Donc comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir débloquer les segments gentiment, en espérant que le bloc soit pas bloqué, quoi. Que les segments ne soient pas collés dans le cylindre. Et surtout bien mettre de l'huile, hein. C'est important. Un redémarrage de moteur, c'est pas juste on met une batterie et on redémarre comme ça. Il faut vraiment lubrifier, faire en sorte que les segments glissent gentiment dans les chemises. Et vu qu'il n'y a pas du tout d'huile, en fait, toute l'huile a coulé par gravité avec le temps. Voilà, même limite séché. Le redémarrage, c'est vraiment un démarrage où on vient, on lubrifie tout ce qu'il y a à lubrifier, on réamorce gentiment le moteur, on le fait tourner dans le vide déjà à la poulie damper. On va essayer de le faire, mais je suis pas sûr qu'on ait les outils, on va vraiment essayer de faire au mieux. Et ensuite réamorcer la pompe à essence, la pompe à carburant gentiment, remettre de l'essence propre. Donc voilà, changer tous les filtres en préalable et ensuite on redémarre. Vraiment pas se précipiter, sinon on va faire de la merde. Sponsoriser ça. Ouais, ça va, on n'est pas dans la merde. Là, dans 2 semaines on y est encore. Les travailleurs de l'extrême. On a déjà la première bougie qui sort. On va voir la gueule quand même. On est pas trop seul, hein. On est pas. Ouais, ça va. Ça va, on n'est pas trop calaminé. Ah, donc là c'est une douille spécifique, hein. Il y a vraiment du magnétique à l'intérieur pour choper la bougie. Parce que sinon elle reste dans le puits, hein. Tu la desserres mais elle reste dans le puits. Il faut prendre une bobine. Ouais. Tu mets la bobine et tu retires ta bougie desserrée. Okay. Parce qu'après il y a une autre technique, hein, le schlag. Tu mets du scotch. Tu mets du scotch dedans pour refermer un peu et tu la bloques. Ouais, bon là ça va, j'ai pris la douille qui va bien. Mais voilà. Donc bon, là on va redéfaire donc, du coup les 5 autres bougies qui restent et on va lubrifier le puits. Bon ça en l'intérieur c'est pas trop dégueulasse parce que j'avais peur de rentrer de la merde dedans aussi en injectant de l'huile. Ça a pas l'air trop dégueulasse. En temps normal j'aurais aspiré à l'intérieur pour être sûr de pas foutre de la merde, mais comme j'ai dit hier on n'a pas d'aspirateur. Puis là on voit que
La météo du Nil, hein, ça change d'un instant à un autre. Là, d'un seul coup, on a de la brume, on voit pas à 5 mètres. Donc, du coup, pour lubrifier les cylindres, ça va bien. Pour lubrifier les cylindres, je vais prendre une petite seringue comme ça là. Je vais prendre un peu d'huile propre. Donc la 1060 là, je vais essayer d'injecter la même quantité sur chaque cylindre. On a regardé un petit peu la gueule des... Comment dire? On a regardé un petit peu la gueule des cylindres, enfin, des pistons à l'intérieur avec un flash. Ça a l'air d'être propre. Ça a l'air vraiment d'être propre. Donc je pense pas que les segments aient collé ou quoi. Il y a vraiment zéro corrosion ou quoi que ce soit à l'intérieur du bloc. Il n'y a pas eu d'humidité. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Donc maintenant après à voir si les segments du coup ont collé ou pas. Parce que ça c'est vraiment un truc qu'on peut pas savoir tant qu'on démarre pas. Le but surtout c'est de pas faire tomber la seringue dans le puits. Voilà. En fait dedans il y a un petit peu d'huile sur le contour du puits, mais bon ça va encore. Le seul truc qui pourrait éventuellement faire chier c'est qu'avec la chauffe ça puisse calaminer un peu, faire un peu de caramel. Mais dans tous les cas ça sera nettoyé par la suite. Pas trop d'auto, parce qu'en France il fait moins 4 degrés on a regardé. Et ici on a à peu près entre 12 et 15 degrés. Donc c'est quasiment une canicule en plein hiver. Donc surtout pas oublier de bien s'hydrater à la tienne. Il s'est passé peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure depuis la dernière vidéo que j'ai prise quand il y avait du brouillard de fou. Et puis là ça s'est dégagé. Donc pour vous dire à quel point la météo change d'une minute à l'autre, c'est vraiment incroyable. Ouais, comme la Bretagne. On se croit en Bretagne. Ah, j'avais oublié de vous montrer les puristes en sueur. on a mis un cri BM qui est pas vraiment droit, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais il est pas vraiment droit. On a mis des petites cales qui traînaient, on a trouvé par là-haut. On a mis des deux plots en béton là, pour fixer le grillage d'un côté et de l'autre. Et ici on a mis un bastin. Là, c'est pareil, pas droit. Le bastin il est levé du sol là-haut. Je touche pas le sol. Ça est un peu dangereux, mais tant qu'on s'appuie pas sur la voiture, je pense que ça va aller. Le truc qui est un peu con, c'est que là on a regardé, genre celle-ci j'ai réussi à la faire tourner, j'ai réussi à la dégripper. Par contre la roue qui est crevée, je voulais la tourner pour pouvoir avoir accès à la fuite qui à mon avis se trouve en bas. Sauf que malheureusement en fait la roue est bloquée en fait avec l'étrier. Je pense que le disque est tellement rouillé que c'est impossible de tourner. Il faudra qu'on essaye de voir pour la dégripper d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas on peut pas balancer le WD-40 parce que ça c'est un coup à pourrir les plaquettes et être dans la merde après. Surtout qu'on a un peu de route à faire, donc on va pas se tenter, c'est pas comme si on avait une cinquantaine de kilomètres à faire avant de rentrer chez soi et puis de pouvoir changer les plaquettes ensuite. Je vais vraiment pas prendre le risque de lubrifier les plaquettes avec du WD, parce que le WD une fois que c'est rentré dans les plaquettes elles sont mortes. Ça freine plus et les plaquettes elles glacent en fait. Ça fait comme un embrayage en fait, une fois que c'est glacé ça patine et ça sert plus à rien. On a réussi à dégripper l'étrier qui était grippé. Donc la technique que j'ai utilisée c'est nettoyer en frein. Donc on a mis du nettoyer en frein et maintenant du coup la roue peut tourner. Du coup là on sait maintenant qu'il n'y a pas de clou au niveau du dessus, malheureusement on va bien le mettre. Mais c'est plus sur le fond en fait. On entend bien ici. Donc on va essayer de dégonfler à fond le pneu au maximum. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le décoller à la main entre guillemets, dans le sens où on va appuyer pour déformer le pneu vers l'intérieur et venir nettoyer en fait toute la merde. Je pense que c'est en fait le pneu s'est dégonflé avec le temps, il y a de la merde qui s'est mise sur les côtés et du coup maintenant le pneu ne veut pas garder la pression. Donc on va le dégonfler, pousser le flanc du pneu, nettoyer tout le bord de jante à l'intérieur, hein. Ensuite lui mettre à peu près 3-4 barres de pression dans la gueule. Enfin on va essayer avec le petit compresseur, ça m'étonnerait, mais si on avait déjà à mettre 3 barres ce serait pas mal pour vraiment réussir à bien recoller le flanc sur le bord de la jante. C'est un truc de parce que carrément la voiture a été restée longtemps stockée ici. On a passé le stade du pneu à plat parce qu'il y a carrément la terre qui a pris la forme de la jante. Depuis la jante en fait la terre arrivait là. On va avoir accès à la vidange. Le filtre à huile. Je pense qu'il restera pas forcément grand chose dedans, donc la voiture va pas tourner depuis un moment. Bon, après
le mieux normalement pour faire une bonne vidange, c'est de faire tourner le moteur, qu'il soit chaud. Bon après, on s'en fout un peu de mettre du. Par contre gros fais gaffe, je suis en train de bandigeonner WD que je t'en prenne pas dans la gueule. On s'en fout un peu de mettre du WD-40 partout. J'en ai même mis au niveau des injecteurs pour essayer de les réhydrater un peu avant le premier démarrage. Enfin le premier redémarrage on va dire. Peut-être que je mettais ça. Ok. Douille de 6. Vas-y je te donne ça. On a mangé la sauce tout à l'heure, on commence à mettre les outils dans le coffre. Ça c'est du tac tac tac. Tiens. Bon du coup j'ai dû le tapoter un peu avec un marteau parce que le cache était un peu bloqué par le temps. J'ai dû tapoter dessus 2-3 minutes histoire qu'il se décolle gentiment. Vu que j'ai pas de maillet, j'étais obligé de le faire au marteau, donc j'y suis allé vraiment tout doux pour éviter de marquer la tête du support. Ça va bien fait, on va le nettoyer avec du nettoyant frein et un petit peu de dépôt. Je pense que la vidange n'était pas faite tous les 5 000 non plus. Dans tous les cas, une fois que je serai rentré du côté de Paris avec, ce qui va se passer c'est qu'il y aura une autre vidange qui sera faite. Donc en gros la voiture là va rouler 1000 km avec la nouvelle huile qu'on vient de lui acheter, avec le filtre à huile qu'on vient de lui acheter. Mais dans tous les cas elle va pas faire 10 000 ou 100 000 km avec cette huile là, ce sera juste pour vraiment décaper le moteur et tout, et puis vraiment je serai sûr de bien nettoyer le bloc après, parce que deux vidanges comme ça d'affilée ça va bien nettoyer. Ça va bien nettoyer, surtout que là je peux pas le faire tourner pour décalaminer justement le moteur et tout, et décaper toute la merde qu'il y a un peu partout. Donc dans tous les cas ce sera que du bien pour elle. Parce qu'à mon avis sinon. C'est bon, t'as réussi gros? Mais limite je vais pas la retirer. Ah vu t'as accès. Donc il tient. Bah limite, retire la gauche, je vais nettoyer le cas je pense. C'est chiant à déposer ou pas? Mais non. Vas-y bah laisse tomber. Je vais essayer de le nettoyer comme ça. Parce qu'il y a pas mal de merde dessus je pense. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de. En fait j'ai peur que la caisse prenne feu en fait. En tous les cas je prendrai une précaution quand même, je pense qu'on va prendre un bidon de flotte pour le trajet au cas où. Ce vidéo je sens souvent. Bon après vu que c'est de la dissolution, vraiment tout doucement elle prend son temps. Je vais faire une petite pause en attendant. On a changé, donc ça c'est le joint pour le bouchon de vidange. C'est la tige qui vient au milieu pour bloquer le couvercle du filtre à huile. Donc on a remplacé le joint aussi qui va là. Là il faut qu'on monte encore le joint qui va ici, et celui-là va tout autour. C'est celui qui va au niveau du couvercle. Il a déjà été déposé, il faut juste qu'on lubrifie. Toujours mettre un peu d'huile sur les joints comme ça, les joints toriques, toujours mettre un peu d'huile pour bien les lubrifier. Et quand on les installe, il faut faire attention de ne pas les briller, pas les rouler en fait. En soi, il faudra plus qu'on fasse quelques tours moteurs, histoire de remettre le moteur en pression, remettre de l'huile et tout, et puis faire tourner le moteur gentiment pour mettre de la pression dans le bloc. Voilà, du coup le couvercle a été bloqué tout à l'heure, on n'avait pas le desserré, donc on a mis du WD-40 dessus. Et là du coup on a pu le desserrer, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème c'est la calamine en fait, donc là on voit que ça a charbonné en fait, ça a calaminé à l'intérieur. Et ce qui aurait été bien c'est de faire tourner le bloc pour toute cette calamine en fait se barre un petit peu dans l'huile, dans le filtre, et que ensuite en vidangeant en fait on mette de l'huile vraiment dans un bloc propre quoi. Tandis que là en fait en remettant de l'huile neuve elle va se salir très rapidement avec avec l'huile, enfin avec la coquefaction qu'il y a dans le bloc. Là on voit vraiment la calamine qui est au niveau du socle de filtre à huile. Un petit peu sur le côté pour voir l'épaisseur de la calamine. Ça malheureusement c'était presque sûr. Vu le nombre d'années qu'elle avait pas roulé, c'était presque sûr que ça allait être comme ça. Donc là va falloir qu'on voit pour nettoyer, parce que bien évidemment on n'a pas de chiffon. On a juste le chiffon là qui traîne. Donc on voit pour nettoyer ça, ça pourrait autant mettre plus de merde qu'autre chose dans le socle. Donc voilà. On va devoir se bidouiller un truc, faire ça à la Mendes, mais bon. J'ai retiré une quantité de merde, c'est incroyable. Je vais pas regarder dans celui-là s'il y avait encore la calamine. Non, c'est bon, ça va bien. Mais je vais vous montrer la quantité de merde qu'il y avait. Ça, c'est tout ce que j'ai retiré justement. Je me sens
Ton nouveau filtre à huile il a été mis. Donc avec les joints neufs. Il n'y a plus qu'à resserrer tout ça. On va changer le filtre à Vanos qui se trouve ici. C'est la petite clé à nez qui va là. Donc on va changer ça. Il nous reste encore le filtre à essence à faire. Et ensuite du coup on fait tourner pour réamorcer le bloc. Et en même temps lubrifier un petit peu au niveau des chambres, des ciments. Et ensuite on pourra vraiment tenter le démarrage, quoi. Remonter les bougies, les bobines et puis tenter le premier démarrage. On y est presque, on arrive au bout. Là voilà, le filtre à Vanos il a été démonté et j'ai bien fait de l'acheter parce que là je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais en gros il est cassé carrément à un endroit. Donc à mon avis il manquait pas grand chose pour qu'il parte dans le système de Vanos et que la grille elle aille se prendre je sais pas trop où. Donc là on voit un petit peu la gueule du... pas à chier, il y a vraiment besoin de le remplacer. C'est dommage parce que je peux pas le nettoyer. Ça c'est vraiment con. Je vais essayer de passer un petit coup de chiffon comme ça en surface, mais là, dans tous les cas on remplace le joint et je sais pas si le joint va rester dessus, ça il est toujours dessus. Donc, ça on peut le jeter à la poubelle. En tous les cas sur la route on va pas non plus faire les fifous, je pense qu'on va rouler à 110 régulateur tranquillement, il n'y aura rien d'exceptionnel, on va pas envoyer la voiture en crabe dans tous les virages, mais je pense que c'est mieux de prendre ses précautions parce que là pour le coup c'est vrai que ça me fait un peu peur, j'ai peur de voir un peu l'interne du bloc, heureusement que je suis pas dedans parce qu'à mon avis je ferai un arrêt cardiaque. C'est le filtre. De quoi? Oh ouais, j'ai vu. Donc j'ai des enquilles, c'est un système de clips, il faut les appuyer et puis faut appuyer sur le clip en plastique et ensuite tirer dessus. Donc le mieux c'est de le maintenir, en fait maintenir la durite en position neutre, parce que si vous appuyez juste sur le cache noir, en fait la durite recule, ça la met en contrainte et elle ne peut pas sortir de la petite gorge, en fait de la petite lèvre qui est là. Un écrou de 10 à défaire. Et pour derrière après on pourra désenquiller de la même façon que devant, mais vu que c'est du rigide, on peut pas faire la même chose que devant. Devant on a du mou, mais derrière on n'a pas de mou. C'est pris sur un collier un peu plus haut. Donc il faut déjà défaire le cache qui se trouve ici. Je vais pas me dire qu'ils ont monté ça pour les enfants. Non, je pense pas quand même. C'est bon, nickel. Et après bah du coup faut le sortir et puis faire la même technique pour l'arrière. Remplacer le nouveau fil, remplacer les obturateurs. Le mettre dans le bon sens, surtout il y a une flèche là avec un sens pour dire l'arrivée carburant dans ce sens là. Et pas se tromper, sinon ça risque de poser problème. Bon bah vas-y, j'ai de remonter l'ancien filtre à carburant parce que le nouveau n'était pas adapté, le nouveau allait pas dessus. Donc en fait on a les lèvres qui sont ici. En fait il y a ces boursouflures là en fait sur le fil d'origine. C'est en fait vraiment une lèvre droite, et là c'est une lèvre un peu incurvée et du coup en fait les raccords tenaient pas dessus, donc ils s'emboîtaient même pas, on n'entendait pas le clic. Et celle-ci en fait dès qu'on les met ça clique, hein, ça s'emboîte, on entend le cliquetis. Mais malheureusement on n'a plus monter le nouveau filtre et ça me fait vraiment chier parce que je pense qu'il est là depuis pas mal d'années. L'écrou était même pas marqué de desserrage, c'est moi qui l'ai marqué en le desserrant. Donc je pense à mon avis qu'il a peut-être même jamais été remplacé. D'origine donc je sais pas. En espérant qu'il se disloque pas sur la route parce que sinon ça risque de foutre la merde. On va partir le relais de pompe à carburant qui se trouvait là. On va essayer d'amorcer, mettre un petit coup de démarreur juste pour voir déjà si les cylindres sont. Enfin si le piston sont pas bloqués.
Le problème c'est que on n'a pas pu faire tourner à la poulie dumper comme je voulais faire parce qu'on n'a pas du tout de place et on n'a pas le matériel pour. Donc on va être obligé de mettre un tout petit coup de démarreur déjà pour juste voir si s'il se passe quelque chose. Ok, c'est chelou. C'est chelou. Il se passe rien gros. Il se passe rien.